Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 26 janvier 2023. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, poursuit sa visite de 4 jours en Inde où il a participé ce matin comme invité d'honneur aux festivités marquant la journée de la République indienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi est en effet en visite actuellement en Inde pour participer aux célébrations du jour de la République, l'une des 3 fêtes nationales indiennes. La visite coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Caire et New Delhi. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi à New Delhi pour participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations du jour de la République de l'Inde. L'invitation du président el-Sisi en tant qu'invité d'honneur principal à cet événement reflète le rapprochement entre les 2 États, ainsi que l'appréciation de l'Inde pour la direction, le gouvernement et le peuple égyptien. Lors de sa rencontre avec le ministre indien des Affaires étrangères, le président el-Sisi a formulé la volonté de l'Égypte de renforcer le partenariat stratégique étendu avec l'Inde, étant le pilier pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une réunion élargie des chefs de grandes entreprises et des hommes d'affaires indiens en présence du ministre indien du Commerce et de l'Industrie, ainsi qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires indiens, des représentants de diverses agences gouvernementales concernées, les principales fédérations et chambres de commerce et de l'industrie en Inde, avec des ministres des Affaires étrangères, de l'électricité, des énergies renouvelables, de la planification et du développement économique, et des communications et de technologies d'information. Le président el-Sisi a salué l'évolution positive des relations économiques et commerciales entre les 2 pays au cours de la dernière période, expliquant à cet égard les diverses opportunités d'investissement offertes par les méga-projets mis en œuvre en Égypte, au premier rang desquels se trouve l'axe de développement de la région du canal de Suez. La réunion a été le témoin d'un dialogue ouvert avec des hommes d'affaires indiens de haut rang qui ont affirmé leur souhait d'intensifier la coopération avec l'Égypte pour atteindre les intérêts communs des 2 parties. La présidente de la République de l'Inde a accueilli mercredi soir le président el-Sisi au Palais républicain à New Delhi. Elle a exprimé sa fierté des liens étendus qui unissent les 2 pays amis. La présidente a également salué l'expérience de développement réussie que connaît actuellement l'Égypte sous la direction du président el-Sisi dans tous les domaines et les grands projets nationaux qui sont mis en œuvre. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé que les investissements indiens ont actuellement une grande opportunité d'être présents sur le marché égyptien pour bénéficier de l'infrastructure moderne en Égypte et d'accéder au marché africain. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette invitation de la part de l'Inde pour l'Égypte en tant qu'invité d'honneur pour cette fête, la grande fête nationale de l'Inde? Ça veut dire que l'Inde sait exactement l'importance et le poids de l'Égypte d'un côté et que l'Inde respecte encore notre président comme une personnalité internationale qui a fait beaucoup pour son pays. Il a été reçu avec excellence, une visite, à mon opinion, très réussie. Avec beaucoup d'accords signés et avec beaucoup d'aspirations pour le futur et augmentation des relations économiques. D'ailleurs, les relations politiques sont excellentes, mais les relations économiques vont se développer et nous espérons bien que d'ici quelques mois, peut-être, il y aura beaucoup plus d'investissements de l'Inde dans l'Égypte, particulièrement dans la zone du canal de Suez, etc.
Espérons pour le mieux. Deux très anciennes civilisations, également deux pays qui célèbrent cette année 75 années de relations diplomatiques fraternelles entre les deux pays. Alors, comment voyez-vous cette relation entre les deux pays pour faire face aux défis actuels dans le monde entier avec la crise économique, plein de crises de part et d'autre sur la carte? Bon, nous avons beaucoup de choses en commun. On a commencé notre relation avec le mouvement des pays non alignés. Oui. À l'époque de Nasser et Nehru. Maintenant, ça se développe. Intérêt commun. Nous aspirons bien que la coopération sud-sud augmente. Nous avons beaucoup de choses communes. Population, manque un peu de production, nourriture, etc. Donc il faut justement il faut coopérer et pour justement essayer de nous suffire à propos de notre nourriture, etc. Les deux pays sont sur la même voie, ils sont en voie de développement et la presqu'île indienne représente un modèle de démocratie parfaite et c'est pour ça que les deux pays s'entendent bien et j'espère, comme je viens de dire, que nos relations, surtout économiques, vont se développer et avec les mémorandums qui ont été signés et d'autres choses, j'espère que nous allons bénéficier des technologies indiennes et aussi eux, ils vont bénéficier de notre exemple, surtout dans le combat du terrorisme et l'établissement de la paix et sécurité sur notre territoire. Espérons pour le mieux. Dr Raouf, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Nous passons au Liban. Des manifestants libanais ont bloqué des routes et brûlé des pneus hier près de la Banque centrale à Beyrouth, alors que la devise locale affaiblie s'est effondrée pour atteindre son plus bas niveau face au dollar. La lire libanaise, qui avait déjà perdu plus de 95% de sa valeur depuis 2019, est tombée à près de 56 000 pour $1 américain sur le marché parallèle. En conséquence, les marchés financiers et commerciaux ont connu des perturbations. L'effondrement de la valeur de la devise nationale a poussé des militants en colère à descendre dans les rues de la région de Beyrouth, du sud du Liban, de Baalbek et de Aqar et à proximité des camps de réfugiés palestiniens. Avec la chute de la devise locale, les prix des carburants ont grimpé en flèche, atteignant environ $18 pour 20 litres d'essence. Les perturbations sur le marché parallèle ont incité plusieurs secteurs, dont les stations de service, à fermer leurs portes en raison de leur incapacité à suivre le changement des taux. Hier, les stations-service ont fermé leurs portes et le secteur a demandé au ministère de l'Énergie de publier une liste de prix des carburants en dollars et de donner aux citoyens la possibilité de payer en livres libanaises ou en dollars selon le prix actuel du marché. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé une aide de 72 millions de dollars au Liban pour couvrir les salaires du personnel de sécurité pendant 6 mois dans le cadre d'un programme conjoint avec l'ONU. Et les Palestiniens ont renforcé leurs relations avec l'Union européenne à la suite de la visite du Premier ministre Mohamed Shtayyeh à Bruxelles cette semaine. Shtayyeh a demandé à l'Union européenne un soutien politique pour préserver la solution à 2 États, boycotter les produits fabriqués dans les colonies israéliennes et reconsidérer les accords de coopération avec Israël. L'Union européenne accorde à l'autorité palestinienne une aide de 325 millions de dollars, notamment pour soutenir l'Office de secours et des travaux des Nations Unies, l'aide sociale aux familles à faible revenu et les projets d'infrastructure. Abdelrahim Al-Farra, ambassadeur palestinien auprès de l'Union européenne, a déclaré que les dernières retouches avaient été apportées à un accord d'aide qui sera signé la semaine prochaine à Ramallah.
Al-Farra a révélé que les consultations et le dialogue politique avaient commencé au niveau ministériel, ajoutant que des mesures avaient été prises pour conclure un accord de partenariat complet entre les deux parties. Les responsables de l'Union européenne ont condamné les violations qui ont eu lieu en Palestine, rejeté les mesures punitives imposées à l'autorité palestinienne par Israël et appelé à un rôle plus efficace, allant au-delà des déclarations, c'est ce qu'a affirmé Al-Farra. Ahmad Adik, conseiller politique au ministère palestinien des Affaires étrangères, a déclaré que les Palestiniens demandent à l'Union européenne de renforcer son soutien politique et économique à la Palestine et de devenir un acteur clé dans le lancement d'un processus de paix afin de mettre terme à l'occupation israélienne. Des négociations sont en cours avec l'Union européenne afin d'obtenir un soutien européen supplémentaire pour le budget de l'autorité palestinienne. Et le ministre palestinien des Affaires étrangères a appelé les États-Unis et l'Union européenne à faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu afin de suspendre la démolition d'Al-Khan al-Ahmar à l'est de Jérusalem et d'empêcher le déplacement forcé de ses habitants. Al-Khan al-Ahmar a déclenché une crise internationale car ce petit village revêt une importance stratégique du fait qu'il relie le nord et le sud de la Cisjordanie. Il s'agit de l'une des seules zones palestiniennes subsistantes dans la zone E1 qui désigne un projet de colonisation visant à relier Jérusalem à plusieurs autres colonies israéliennes. L'appel du ministère intervient à un moment où des dizaines de Palestiniens ont manifesté lundi pour défendre ce village stratégique. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a présenté un document lors d'une réunion du cabinet le 22 janvier énumérant une série de bâtiments construits par des Arabes en Cisjordanie au cours des derniers mois. Le ministre a appelé à leur démolition dans 6 zones du nord et du centre de la Cisjordanie, ainsi que dans les zones réserves naturelles à l'est de Bethléem et à Khan al-Ahmar à l'est de Jérusalem. Et au moins 9 personnes ont été tuées lundi dans des affrontements entre les forces de sécurité yéménites et des membres des tribus locales soupçonnées d'abriter des membres d'Al-Qaïda dans la province d'Abyan, dans le sud du Yémen. Des affrontements ont éclaté à Mondea, dans la province d'Abyan, lorsque des soldats ont encerclé un village et exigé que les membres des tribus locales livrent au moins 15 présumés membres d'Al-Qaïda qui avaient préparé une embuscade mortelle contre les forces indépendantistes sur une route voisine. Les membres de la tribu ont nié le fait d'abriter les terroristes et ont lancé une attaque qui s'est soldée par la mort de 5 membres de la tribu et de 4 soldats. Mohamed Qassem Atwa, commandant de l'axe militaire d'Abyan, a déclaré mardi que quelques heures avant les tragiques combats avec les tribus, un de ces soldats a été tué et un autre a été blessé lorsque leur véhicule a percuté une bombe en bord de route posée par des combattants dans la vallée d'Amaran à Abyan. Au moins 15 militants ont ouvert le feu sur des véhicules militaires transportant les morts et les blessés, tuant 3 membres de sécurité et en blessant 7. Les assaillants ont ensuite fui vers le village voisin d'Al-Bajera. Et nous passons en Syrie où Sheikh Maqsoud, un quartier à majorité kurde d'Alep en Syrie, a été frappé mardi par la tragédie. Un immeuble résidentiel de 5 étages s'est effondré, ensevelissant des dizaines d'habitants sous une montagne de gravats. Après des opérations de sauvetage ininterrompues, 16 corps ont été retrouvés et 2 survivants ont été transportés à l'hôpital du quartier pour y être soignés. Selon les médias de l'État, les fondations de la structure ont été affaiblies par des fuites d'eau. Au cours de la dernière décennie, Alep, qui était autrefois un centre commercial touristique et culturel florissant, s'est transformé en un champ de bataille, laissant une grande partie de la ville en ruine.
Et le roi Abdallah II de Jordanie a souligné l'importance du respect du statu quo historique et juridique dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le roi a insisté sur la nécessité de maintenir le calme et de cesser tout acte de violence afin d'ouvrir la voie à un horizon politique pour le processus de paix, indique la Cour royale dans un communiqué. Il a également appelé à mettre un terme à toute mesure susceptible de compromettre les perspectives de paix. Au cours de son entretien avec Benjamin Netanyahou à Amman, le roi Abdallah II a réaffirmé le soutien indéfectible de la Jordanie à la solution à deux États qui garantit la création d'un État palestinien indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et l'Organisation caritative islamique internationale du Koweït et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé un accord visant à offrir des fournitures humanitaires aux réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Le directeur général de l'Organisation caritative islamique internationale du Koweït a affirmé que l'organisation cherche à atténuer les souffrances du peuple Rohingya grâce à des solutions de développement durable dans les domaines de la production agricole, animale et piscicole pour un coût estimé à environ 500 000 $. L'agence de presse du Koweït a déclaré que près d'1 million de personnes déplacées de cette minorité musulmane dépendent entièrement de l'aide humanitaire pour obtenir protection, nourriture, eau, abri et services de santé. Les mesures de soutien et l'aide humanitaire comprennent des projets de développement durable en plus de la nourriture et des abris. L'organisation avait conclu des accords de coopération et de partenariat avec 13 agences, organisations et réseaux internationaux, dont 12 sont des alliances efficaces à travers des études ou des projets communs en cours d'élaboration. Et souhaitant maîtriser les dépendances publiques, le gouvernement algérien opte pour une nouvelle stratégie dans le mode de financement et de gestion des établissements publics ainsi que dans la réalisation des infrastructures. Annoncé par le ministre algérien des Finances lors de la séance plénière du Conseil de la Nation du 29 décembre 2022, un avant-projet de loi sur le partenariat public-privé élaboré par son département est finalisé et il sera soumis au gouvernement dans les plus brefs délais. Je cite, « Ce projet de loi vient officialiser et encadrer le nouveau mode de gestion du service public tout en préservant les intérêts de l'État et des citoyens ». Fin de citation. Le ministre précise que le partenariat public-privé est un outil stratégique de gestion des financements visant à améliorer la durabilité et la valeur des infrastructures et à assurer une meilleure gestion des services publics en associant davantage les acteurs économiques spécialisés du secteur privé. Et à présent, voici un petit regard sur le monde.
available for one-on-ones, and we're going to open this up for the public. These numerals are going to be here until December 23rd, so we... Oh, that's great. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.